Bonjour ou bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver dans le monde en 7 ce samedi pour faire le tour d'horizon de quelques sujets de l'actualité de la semaine. On va parler justement du Burkina Faso et du Mali avec la visite du Premier ministre burkinabé à Bamako. Est-ce que l'axe Ouaga-Bamako se consolide? Nous irons ensuite du côté du Cameroun où l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo progresse. En deuxième partie, on va parler de deux sujets sur le Togo, le désengorgement des voies publiques, déguerpissement forcé à partir du 15 février. Et puis, nous prendrons des nouvelles du forum du paysan togolais. Nous devons nous nourrir nous-mêmes. Ce sont les mots du chef de l'État togolais, Faure Sozemna Gnassingbé, qu'on va passer au crible dans cette émission où je reçois deux invités. Abel Rezou Ouya Badassé, il est le secrétaire général du Parti du Peuple et d'Intégrité. Abel Badassé, bonjour. Bonjour Samuel, et bonjour Jacques, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la Niro TV. Merci à vous d'accepter notre invité. Face à vous, Jacques Diakouti, qui est journaliste. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Samuel, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World. Merci à vous également d'être notre invité. On va commencer maintenant avec le premier sujet. Nous parlons de Ouaga et Bamako. On sait que ces deux pays ont connu des coups d'État. Ces deux pays sont dirigés désormais par des militaires. Et il semble y avoir un rapprochement entre les deux pays. C'est en tout cas ce que témoigne la récente visite du Premier ministre burkinabé Apollinaire Joachim Kyelem de Tembela à Bamako le 1er février dernier. Il a été reçu avec tous les honneurs et tapis rouges au palais présidentiel, mais également dans plusieurs autres départements. Il était porteur d'un message du président de la transition burkinabé à son homologue malien. Entre ces deux pays, on le voit très bien. Le courant, Abel Badassé, semble très bien passé. Oui, effectivement, depuis l'avènement au pouvoir par un coup d'État du capitaine Traoré en octobre, je pense que les relations entre le Mali et le Burkina Faso sont en train d'être consolidées. Nous avons eu déjà en 3 mois presque 3 visites officielles. Le 2 novembre, on se rappelle, le 2 novembre 2022, c'était le capitaine Traoré lui-même qui a fait le déplacement de Bamako pour rencontrer les autorités maliennes, une visite d'amitié et de travail. Le 11 novembre, il y avait une délégation de militaires de haut gradé maliens également qui avait fait le déplacement de Ouaga pour une visite de travail avec leurs homologues burkinabés. Et la dernière fois, c'était le 31 janvier et le 1er février avec la visite d'amitié de travail du Premier ministre Apollinaire Joachim Son. Donc je pense qu'avec cet agenda-là, ces programmes, les relations entre le Mali et le Burkina Faso sont en train d'être consolidées. Et je pense que c'est pour de bonnes guerres. Justement, pour de bonnes guerres, Jacques Diakouti, qu'est-ce qui peut expliquer que ces deux pays veuillent se rapprocher davantage? Vous savez, Samuel, quand vous prenez par exemple la posture du président du Mali et celui du Burkina Faso, vous voyez que c'est presque une même génération. Et tous sont des corps habillés. Et qui dit corps habillé, vous savez, c'est des gens qui veulent avoir des résultats immédiatement. Oui. Et vu également l'insécurité qui sévit au niveau du Burkina Faso et du Mali, il faudrait effectivement que les deux chefs d'État puissent mutualiser leurs efforts, leurs forces pour lutter contre ce terrorisme-là. Parce que nous avons vu que il faut reconnaître que la communauté internationale a failli au niveau du Burkina et du Mali. Parce que si nous voyons les efforts qui sont déployés au niveau de l'Ukraine par rapport à cette guerre avec la Russie, on sent effectivement que les pays africains sont abandonnés. Et il faudrait aujourd'hui que ces pays africains-là puissent mutualiser leurs efforts. Et c'est ce que le Burkina et le Mali sont en train de faire. Je crois que c'est des choses qu'il faut vraiment féliciter. Il faudrait aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement s'atteler au niveau effectivement du problème sécuritaire, mais il faut aller au-delà de la question sécuritaire. J'ai aimé beaucoup la déclaration, peut-être que certains ne vont pas peut-être épouser l'idée.
Parce que le Premier ministre burkinabé parlait d'une fédération entre le Mali et le Burkina Faso. Mais ce qui est sûr, attendez, si ces déclarations sont de bon cœur, vous allez voir que même s'ils ne vont pas aller à la fédération tout de suite, les armées quand même vont essayer de se mutualiser et travailler ensemble au niveau des frontières, au niveau des pays, ne serait-ce que pour amener effectivement la sécurité entre ces deux pays. Donc il est important aujourd'hui que les pays, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, vous prenez le Togo, vous prenez le Bénin, vous prenez la Côte d'Ivoire, également et d'autres pays, il faudra aujourd'hui que ces pays-là puissent mutualiser leurs efforts. Parce qu'aucun pays ne peut effectivement vaincre ce terrorisme-là que nous sommes en train de vivre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses en interne. Parce que quand vous voyez un peu les attaques de gauche à droite, vous savez que les plus grands renseignements, les plus grands renseignés au niveau de ces pays-là sont effectivement dans ces armées ou sont effectivement au niveau de ces renseignements-là. Donc je crois que c'est une très bonne chose si le Mali et le Burkina arrivent effectivement à mutualiser leurs efforts au niveau des armées. Je crois que vraiment ça va faire mouche et les autres pays également vont accompagner. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, il faudra que la CEDEAO et l'Union africaine puissent avoir un œil également et se dire aujourd'hui, nous avons besoin effectivement les uns des autres pour effectivement combattre ce terrorisme-là. Abel Badassé, donc on peut comprendre que c'est puisque les deux pays partagent un destin commun, les deux pays ont aujourd'hui des militaires à leur sommet, la situation sécuritaire dans les deux pays n'est pas des plus enviables. C'est ce qui crée justement ce rapprochement. Effectivement, bon, comme l'a décrit tout à l'heure Jacques, ces deux États, ces deux pays ont pratiquement les mêmes problèmes, surtout la question sécuritaire. Et cette question sécuritaire sévit avec atrocité dans ces deux pays. Donc, il urge pour le Mali et le Burkina Faso de mutualiser les efforts sur la question sécuritaire afin qu'ils puissent juguler ce problème-là que ces deux pays-là vivent. Au-delà aussi des questions sécuritaires, bon, je crois que le Premier ministre a abordé d'autres aspects, des aspects économiques. Il a nommé les ressources dont dispose le Burkina et ces mêmes ressources se retrouvent également au Mali. Donc, que ces deux pays-là pouvaient mettre ensemble parce que seuls ils vont peser moins dans la balance. Donc, en mutualisant leurs efforts, sur le plan économique également, ça fait déjà une force qui peut peser lourd dans la balance au niveau du commerce international. Je crois que ces enjeux-là, c'est-à-dire la CEDEAO doit faire face aussi à ces enjeux aujourd'hui. Travailler pour mutualiser les efforts, pas seulement avoir des partenariats multilatéraux avec les puissances occidentales, mais à l'interne entre les pays africains, c'est possible. C'est possible d'établir ces partenariats-là pour un développement sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Il a dit également que, je parle du Premier ministre burkinabé, qu'ils ont longtemps regardé ailleurs alors que les solutions sont tout à côté. Donc je pense qu'entre Africains, entre États africains, c'est possible de trouver des solutions que de regarder ailleurs. Et surtout qu'aujourd'hui, nous savons que sur le plan sécuritaire, l'Occident qui a les renseignements, qui est toujours présent au Sahel, n'arrive pas, je ne sais pas si c'est par manque de volonté ou c'est par complicité, à aider les pays africains à résoudre cette crise sécuritaire-là au niveau du Sahel. En même temps, c'est aussi deux pays qui aujourd'hui, on le sait, disons-le, peut-être le président de la transition burkinabé a essayé de relativiser en disant qu'il n'y avait pas de problème avec la France, mais ce sont deux pays qui ont demandé aux armées françaises de quitter leur pays. Donc, est-ce que face à ce que subissent la salve que subissent ces deux pays, il y a intérêt à ce qu'ils s'entendent et travaillent ensemble? Vous savez, quand vous écoutez un peu le capitaine Traoré parler effectivement de la France, il a utilisé effectivement un langage diplomatique où il dit qu'ils ne veulent pas rompre les relations avec la France. Mais pour les analystes, nous savons ce qui se passe. Au fait, Niaoui, vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse trouver effectivement une force au niveau du Burkina Faso, les forces qui étaient, par exemple, au Mali, et qu'on dise que c'est les pays les plus attaqués par rapport à ce terrorisme-là. Alors que qui dit force étrangère constitue, par exemple, une force tampon. Elle dit qui est là pour ne serait-ce que, même s'ils ne vont pas combattre sur le terrain,
ils peuvent quand même renseigner les armées pour dire attention, il y a le mal qui est ici, les gens là sont réfugiés ici, ils ne sont pas là, et puis ils peuvent les aider, même s'ils ne vont pas aller sur le terrain. Mais le plus précieux, les renseignements qu'ils pouvaient donner à l'armée burkinabé et aux Maliens, c'est de les aider à localiser, ne serait-ce que ces djihadistes et ces terroristes. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Regardez, on dit qu'ils n'ont qu'à effectivement quitter le Burkina Faso. Et en ce temps, on a appris, ils disaient que pour pouvoir déplacer tout le matériel là qu'ils ont, en un mois ne va pas suffire. Ouais. Donc c'est pour vous dire, mais à quoi sert effectivement tout ce matériel au niveau du Burkina et du Mali s'il ne peut pas aider effectivement les forces armées maliennes et burkinabées à effectivement booster hors de ces pays-là, ces djihadistes-là qui sont là. Donc je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, je crois qu'il y a une jeune génération de ces chefs d'État qui sont en train de réfléchir aujourd'hui pour se dire que la solution, la vie, viendrait effectivement de ces armées et de ces renseignements que chaque pays dispose. Et si pour que les pays effectivement puissent disposer d'une puissance au niveau effectivement des armées, il faudrait qu'il y ait effectivement une bonne formation. Et la bonne formation constitue quoi? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas seulement que quand on dise, bon, on a besoin des gens pour aller se faire former, pour aller sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le plus gros problème des États africains que nous avons avec ce djihadisme-là, dès qu'on appelle les jeunes au recrutement, les gens n'y vont pas. Parce que les gens se disent, mais ils ne vont pas aller mourir. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les États puissent réfléchir autrement. Lorsque vous voulez faire le recrutement, il faut que disons que ceux qui vont sur le front, il faudrait effectivement leur bien voilà, prendre soin d'eux. Ouais. Parce que si vous ne le faites pas, je vous dis que à l'allure où vont les choses, l'Afrique risque de ne plus avoir les soldats. Parce que si les gens vont aller au front mourir et revenir, et après on dit, bon, on vous tend peut-être 50 000, on dit, bon, on fait ceci pour votre famille, et puis c'est fini. Attention, ce qui se profile à l'horizon, il faudrait que les États réfléchissent mieux. Et ce que le Mali et le Burkina sont en train de faire, je crois qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement au niveau du Burkina et du Mali. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut élargir l'éventail entre les autres pays, c'est-à-dire que le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, et tout ça, là, voir comment ces pays-là puissent mutualiser leurs efforts. Parce que vous voyez aujourd'hui, pas seulement que le Burkina a des problèmes, le Togo aussi a des problèmes. Oui. C'est parce que depuis un certain temps, on ne communique plus. Mais il faut reconnaître qu'il y a des problèmes. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les chefs d'État là, puissent mutualiser leurs efforts et voir comment faire, organiser peut-être une armée et pour pouvoir ratisser large, ne serait-ce qu'au niveau des frontières. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a appris que le Togo dispose maintenant aujourd'hui d'une largesse. Lorsque, par exemple, les terroristes attaquent, le Togo peut pénétrer sur le territoire burkinabé à une certaine distance pour combattre. Mais ça seulement, ça ne suffit pas. Donc je crois qu'il faudrait mutualiser les efforts pour venir effectivement à bout de ce que nous sommes en train de vivre. Un autre sujet de taille qui a été évoqué au cours de cette visite, c'est la diversification du partenariat militaire et justement la question russe est revenue dans les discussions. On sait que dans l'interview qu'il a accordée hier, le président de la transition burkinabé a nié la présence de Wagner, mais c'est ce qui préoccupe beaucoup les Occidentaux. Mais du côté de la partie malienne, la phrase là est revenue, les partenaires russes sont sérieux. Ah voilà, je pense que cette déclaration a été faite par des autorités maliennes responsables, puisqu'ils ont fait l'expérience avec la force Barkhane, avec les Français, et le résultat sur le terrain est là. Donc, par rapport à la présence russe actuellement au Mali, je pense que les autorités maliennes ont fait la différence. Le peu de temps que les Russes ont passé actuellement sur le terrain, je pense que le résultat a été probant au vu des Maliens. C'est ça qui a amené les autorités maliennes à faire cette déclaration. Mais si, je ne sais pas combien d'années la force Barkhane a fait dans le Sahel, avec ce nombre d'années-là, ils n'ont pas pu circonscrire le mal du djihadisme. Je pense que là, il y a un problème. Si aujourd'hui, les Maliens tournent le dos à la France et peut-être accueillent les Russes, ils ont vu que les Russes sont plus pragmatiques, ils sont plus justes dans les relations, dans ce partenariat, et ils sont plus collaboratifs. C'est pourquoi ils ont accepté aujourd'hui ce partenariat. Mais dire que la force russe, comment est-ce qu'on l'appelle? Wagner. Le Wagner a été sur le terrain avec
les militaires maliens et à emporter des résultats, ça va amener directement les autorités maliennes à les accepter. Et aujourd'hui, on avait critiqué l'autre fois les autorités burkinabées d'avoir invité les forces Wagner. Si aujourd'hui le président de la transition nie à demi-mot, je pense que c'est un langage diplomatique qu'il a employé. Au départ, le Mali n'avait jamais accepté la présence de ces forces-là. Mais c'est au fil du temps que le Mali a dû reconnaître effectivement avoir un partenariat avec cette force russe. Et je pense que chaque pays est souverain. Il a le droit de diversifier ses partenariats, quitte à peut-être aux autres puissances d'être plus justes, plus collaboratives. Est-ce que sur ce sujet précis, il y a quelque chose que le Burkina peut apprendre du Mali? Samuel, vous savez, quand vous prenez par exemple les armées, prenez par exemple l'armée du Mali et vous prenez l'armée au niveau du Burkina, vous voyez que le choc est plus grand au niveau du Burkina. Vous savez pourquoi? Le problème, c'est que au niveau effectivement de l'armée du Burkina, c'est qu'il y a des officiers affairistes qui sont au niveau de l'armée du Burkina. C'est-à-dire qu'il y a des clans qui se sont formés, surtout après le départ de Blaise Compaoré. Vous avez vu que l'armée burkinabé n'était plus une armée tellement organisée. Il y avait des clans par ici, des clans par là. Entre-temps, vous vous rappelez de ce que l'ancien président Roch disait. Et quand le capitaine Traoré est venu, où on disait que lorsque même on envoie des ravitaillements au niveau des forces, des armées qui sont à l'intérieur, mais le ravitaillement n'arrivait pas. Et les gens étaient obligés de brouter effectivement l'herbe dans la forêt, faire la chasse aux souris avant de pouvoir se nourrir. Donc il faut reconnaître que le ventre mou de l'armée au niveau du Burkina, c'est qu'il y a trop de clans. C'est-à-dire que les gens sont là, ils sont dans les affaires. Et lorsque quelqu'un d'autre vient pour organiser cette armée-là, c'est un peu difficile. Vous voyez les coups d'État qui se sont succédés au niveau du Burkina. Après, quand on a fait le coup d'État à Roch, Damiba est venu, on a encore chassé Damiba, et vous voyez qu'il y a toujours les vérités au niveau de l'armée du Burkina. Donc il faudrait, même si aujourd'hui, le Burkina opte pour que Wagner puisse les aider, il faudrait qu'au sein de l'armée, il faut que les gens se ressaisissent. Si les gens ne se ressaisissent pas, je vous dis qu'avec ce qui se passe, les mêmes choses vont produire les mêmes effets. Vous allez voir que le choc est moins au niveau effectivement de l'armée du Mali. C'est-à-dire qu'on voit que ce n'est pas tellement les militaires maliens qui sont souvent attaqués. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Vous allez voir qu'un peu au moins, au niveau de l'armée du Mali, ils sont soudés. Depuis que l'autre est venu, on n'a pas appris qu'il y a eu un coup d'État. Mais au niveau du Burkina, il y a tout le temps ces coups d'État à répétition. C'est pour vous dire que l'armée malienne est arrivée quand même à se souder devant effectivement l'actuel président qui est là. Mais au niveau du Burkina, il y a trop de velléités entre les officiers, chacun veut tirer le drap de son côté. Donc je crois que même s'ils veulent inviter Wagner, il faudrait qu'au niveau effectivement de l'armée du Burkina, que les gens puissent se ressaisir. Parce que s'ils ne se ressaisissent pas, même si l'autre force russe, Wagner, vient, je vous dis que ça va, les mêmes choses vont se répéter. Parce que du moment où ils veulent, par exemple, aller pour attaquer l'autre côté, quelqu'un est là déjà pour renseigner les autres que les autres sont en train de venir. Donc je crois qu'il faudrait une fois encore inviter l'armée burkinabé à se ressaisir et à se dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans l'intérêt du peuple du Burkina. Parce qu'on ne peut pas toujours assister à des déplacés, assister à des tueries. Lorsque, par exemple, on veut convoyer de la nourriture vers un point X et qu'on attaque également ces convois, parce que si les convois sont attaqués, Samuel, c'est parce qu'il y a un traître qui a renseigné. Vous voyez, donc je crois qu'il faut vraiment une organisation au niveau de l'armée du Burkina. Sinon, je vous dis qu'on peut tout déverser comme armement. Si même on leur remettait les armes les plus sophistiquées au Burkina de combattre aujourd'hui les djihadistes, la façon dont ils sont désorganisés là-bas, ils ne sont pas unis, ça ne donnerait pas effectivement d'effet escompté. Je rappelle quand même qu'officiellement, le Mali ne reconnaît pas travailler avec Wagner et dit qu'il est en partenariat avec le pouvoir russe. Mais qu'on soit du côté de Bamako ou de Ouagadougou, quelle est la stratégie gagnante finalement? Est-ce que la stratégie gagnante est celle du Mali qui fait appel aux instructeurs russes pour former son armée afin de faire face à la menace, ou la stratégie de Ouaga qui est de s'appuyer sur les volontaires pour la défense de la patrie, donc qui sont les fils burkinabés, pour venir à bout du mal? Je pense qu'il n'y a pas
quelqu'un d'autre qui peut défendre mieux son territoire que soi-même. C'est ce que M. Jacques venait de dire tout à l'heure. Il faudrait que l'armée locale même soit organisée, qu'elle soit consciente, qu'elle prenne la mesure de l'enjeu pour pouvoir mieux aider son pays. Et en dehors de cela, on peut maintenant solliciter un appui extérieur sur le plan de la logistique, sur le plan de renseignement, afin de pouvoir combattre les djihadistes. Je pense que les Burkinabés eux-mêmes, eux seuls, sont responsables de la lutte contre le terrorisme. Ils vont recevoir de l'appui, de la formation, de la logistique, mais c'est eux qui doivent être les meilleurs sur le terrain à combattre le djihadisme. C'est eux qui vont quand même mieux par rapport aux étrangers. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire intervenir les forces étrangères, mais soi-même, il faut s'investir, il faut se donner parce que c'est sa patrie. Bien noté. On change maintenant de sujet. On prend la direction du Cameroun pour évoquer donc l'enquête autour de l'assassinat du journaliste Zogo, dont le corps a été retrouvé il y a quelques jours. Martinez Zogo. Le président Biya a ordonné une enquête mixte gendarmerie-police sur l'assassinat de Martinez Zogo et les investigations ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés. C'est ce qu'a indiqué jeudi dans un communiqué le ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui s'en suivront permettront de circoncire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes impliquées, promet-il. Le communiqué donc ne livre aucun détail supplémentaire, mais Jacques Diakouti, sur les réseaux sociaux, on voit des noms circulés de personnalités qui auraient été arrêtées. Est-ce qu'on peut dire d'abord que c'est une bonne chose que l'État camerounais réagisse à ce crime crapuleux? Samuel, je voudrais, si tu le permets, présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de notre confrère Zogo et à la presse camerounaise. Parce que quoi qu'on dise, Samuel, je crois que la vie est si chère à l'être humain. Parce que vous ne pouvez pas rester dans le ventre de votre maman pendant 9 mois. Samuel, la maman vous entretient, vous grandissez, vous allez à l'école, vous avez vos diplômes, vous commencez par travailler, et que vous soyez journaliste et que vous avez dénoncé quelqu'un, et quelqu'un se lève un matin comme ça pour vous ôter la vie. Je crois que c'est vraiment cruel et criminel. C'est des choses quand même qu'il faut dénoncer. Vous savez, en matière de presse, il y a toujours les voies de recours. Lorsque vous êtes par exemple attaqué sur une situation, on a ce qu'on appelle souvent le droit de réponse. Oui. Vous faites votre droit de réponse parce qu'on vous a insulté, parce qu'on vous a attaqué, vous n'êtes pas d'accord, et vous allez vers l'instant de régulation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la voie de la justice. Mais lorsque les gens sont là, ils se font eux-mêmes justice en tuant les gens. Samuel, aujourd'hui, pour le faire, vous allez dire que bon, rien ne peut vous arriver, personne ne vous voit, mais il y a quelqu'un qui vous voit. Et puis l'autre aspect, c'est que quand vous commettez ce genre de crime, c'est que toute votre génération, vous voyez, c'est la malédiction qui va couvrir ces personnes-là. Donc il faut éviter certaines choses. Je crois que la façon dont le confrère a été tué, il a été mutilé, on a appris que même ses organes génitaux ont été coupés et tout ça, je crois que c'est cruel et criminel. Dieu merci que la présidence du Cameroun a pris effectivement ce dossier en main. On a appris qu'il y a eu des interpellations. Il faudrait effectivement que ces interpellations-là aillent jusqu'au bout. Qu'on puisse vraiment trouver les pistes. Pourquoi cette personne a tué effectivement le confrère? Parce que pour ceux qui ont la chance de suivre par exemple Martinez, vous savez que c'est quelqu'un, quand il est sur sa chaîne, dénonce souvent la corruption, les détournements et autres. Mais si quelqu'un est senti touché, vexé par rapport à ce qu'il a dit dans cette émission, la personne pouvait quand même se plaindre. Mais ôter la vie d'une personne comme ça, je crois qu'à un moment donné, il faudrait également que le Cameroun, cette fois-ci, que le président Paul Biya puisse vraiment donner l'exemple et se dire, ça là, c'est un crime effectivement qu'il ne faut pas du tout laisser. Il faut chercher effectivement ceux qui ont commis ce crime-là, les traduire devant la justice et qu'on puisse donner l'exemple et dire, plus jamais ça encore au Cameroun. Parce qu'on a assisté à des assassinats.
Au Cameroun, des journalistes ont été assassinés, mais rien n'a été dit. Mais cette fois-ci-là, je crois que c'est pour le bien du Cameroun, parce que le monde entier est en train de réclamer justice pour Martinez. Il faudrait effectivement que l'État du Cameroun puisse effectivement faire la lumière sur le décès de ce confrère-là. Alors, il y a quand même plusieurs personnalités, non des moindres, qui ont dénoncé dans une tribune qu'aucune information officielle n'a été donnée par les autorités sur le déroulement de l'enquête et dénonçant par la même occasion une tradition de banalisation et de l'impunité. Est-ce qu'on peut espérer que la mort de Martinez Zogo je veux dire, sonne le glas de cette impunité-là, parce que ce n'est pas le premier journaliste qui est assassiné. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rêver qu'on va connaître les coupables et que ce sera quand même le dernier journaliste assassiné? Non, c'est très important de pouvoir connaître dans ce cas précis les auteurs, les commanditaires de ce crime crapuleux. C'est très important. Ça, c'est pour l'honneur du peuple camerounais et des autorités camerounaises. Je crois que la mort de Martinez Zogo est un crime de trop. Comme vous l'avez dit, il y a eu des journalistes comme Ouazizi, Ngota qui ont été assassinés, mais rien n'a été fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas les auteurs de ces assassinats. Donc, il urge aujourd'hui qu'une lumière soit faite sur la mort de ce journaliste-là qui travaille pour la fonction publique, parce que justement il enquêtait sur des malversations financières qui concernaient certaines lignes budgétaires. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il a été enlevé, kidnappé et puis assassiné. Donc il faudrait aujourd'hui que toute la lumière soit faite sur la mort de ce journaliste-là, qui fait beaucoup pour le Cameroun. Parce que un journaliste qui s'engage et qui dénonce ces faits dans la société, apporte un plus au pouvoir. Je pense que les autorités camerounaises doivent mettre les bouchées doubles pour réellement arriver à trouver les auteurs de ces crimes-là et les traduire en justice. C'est un crime de trop. Aujourd'hui, je réfléchissais sur votre métier, les journalistes. C'est un peu difficile. En 2022, on parlait de 86 journalistes déjà tués. C'est une augmentation de 50% selon l'UNESCO. C'est déjà trop. Et les autorités camerounaises doivent tout faire pour élucider ce qui s'est passé. Mais tout cela aussi pose la question même de la protection des journalistes. On le dit, est-ce que les journalistes en Afrique, surtout ceux qui travaillent sur des dossiers sensibles, sont suffisamment protégés? Le problème, c'est quoi, Samuel? Le problème au niveau de l'Afrique, c'est que, vous savez, on mélange sa popo proche à la poche, effectivement, de l'État, c'est-à-dire les biens de l'État. C'est-à-dire qu'on mélange tout, on ne sait pas où est-ce que le pouvoir de l'autre s'arrête. Et c'est ça qui crée problème. Si c'est qu'il y avait effectivement les marges, on disait, bon, écoutez, cette marge-là est réservée pour l'État et cette marge-là est réservée pour le privé, c'est-à-dire que la personne qui gère ses fonds, il n'y aura pas du tout de souci. Vous voyez? Donc, je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est que il n'y a pas une ligne de démarcation entre ce qui se gère entre l'État et ce qui doit se gérer entre le privé. Donc, et aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque les journalistes se mettent à dénoncer, les gens pensent qu'en dénonçant, c'est qu'on veut toujours le mal de celui qui est en train de commettre ces forfaits-là. Non, ce n'est pas le mal qu'on le veut, mais plutôt c'est le bien. Peut-être qu'il a eu à commettre ça peut-être par naïveté. Donc, si le journaliste dénonce ça, si vraiment, par conscience, il sait que les fonds qu'il a détournés, si c'est qu'il a fait peut-être que inconsciemment, il peut ramener les sous. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Mais lorsque le journaliste dénonce et les gens persistent jusqu'à aller tuer, rendez-vous compte que la personne sait ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est pour vous dire que le gars là, il est un professionnel dans le détournement, il est professionnel dans le vol. Et des gens comme ça, vraiment, il faut les dénoncer. La protection des journalistes, c'est un autre aspect, c'est un problème aujourd'hui. Vous voyez que la plupart en Afrique aujourd'hui, lorsque quelqu'un dénonce, et si ce n'est pas un procès qu'on le colle, peut-être 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais peut-être c'est le journal qui est fermé, ou bien c'est le média qui est fermé. Vous voyez, donc c'est ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, les États utilisent les astuces, c'est-à-dire que si on ne va pas vous tuer, on vous met en prison. Si on ne vous voit pas en prison, on ferme votre organe. Et là, quand on ferme, ou bien on vous met en prison,
vous voyez que ça prend du temps avant que vous ne sortiez. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les journalistes, que chacun puisse réfléchir effectivement à ce métier, surtout en Afrique. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment cruel. C'est un peu difficile et imaginable que lorsqu'on dénonce par exemple des faits, que les gens se mettent à tuer des gens. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas l'honneur effectivement pour le pays, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas pour l'honneur des Camerounais, ni l'État camerounais, qu'on dise que quelqu'un qui est en train de dénoncer, et il n'est pas encore avéré même que ce qu'il est en train de faire, si c'est vrai, parce que c'est la justice qui devait déterminer si ce qu'il est en train de dire, si c'est vrai. Mais la justice n'a rien fait, et vous mettez à tuer la personne, ce qui vous dit que effectivement vous l'avez fait. Donc je crois que, comme vous l'avez si bien dit, c'est à l'honneur effectivement du Cameroun, à l'honneur également du président camerounais Paul Biya, de pouvoir rechercher et retrouver ceux qui ont commis effectivement ce crime-là. Parce qu'on ne peut pas... Ça suffit effectivement au Cameroun. On tue tous les gens, on ne dit rien et les détournements continuent. Vous voyez, la semaine passée, il y a un ministre qui a été condamné encore à 30 ans. À 30 ans de prison. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent effectivement au Cameroun. Donc il faudrait que le président Paul Biya effectivement se réveille et puisse voir effectivement ce qui se passe. Et vous savez, l'autre aspect également, Samuel, quand vous êtes un peu âgé, des gens font des choses autour de vous que vous ne vous rendez pas compte. Il faut reconnaître que Dieu a fait grâce au président camerounais. Dieu l'a donné assez de vie. Donc je crois qu'à un moment donné, quand vous prenez de l'âge, vous ne contrôlez plus certaines choses. Et c'est des gens autour de vous qui font des choses et qui mettent effectivement ces forfaits-là sur votre tête. Donc à un moment donné, il faut que lui aussi s'organise à son niveau et se dise que les gens sont en train de commettre des choses et qui sont en train de lui porter le chapeau. Alors, en parlant de mécanisme de protection des journalistes, parce que le métier, il est sensible, surtout quand on est un journaliste d'investigation. Moi, je regarde certains pays où vous avez des journalistes qui dénoncent des sujets, des pays en Europe, peut-être on me dira que je rêve, mais lorsqu'on a des gens de cette trempe, c'est l'État qui appelle pour leur dire « on va assurer votre protection, on va mettre des agents autour de vous ». Est-ce que ici, ces genres de journalistes qui sont engagés, qui dénoncent les maux de la société. Parce que si on le tue, c'est que ce qu'il dénonçait était vrai quand même. Est-ce qu'il n'appartenait pas à l'État de se lever de prime abord et d'assurer la sécurité d'un bonhomme comme ça? C'est un devoir de l'État d'assurer la sécurité de ces journalistes engagés. Parce que être engagé, ce n'est pas seulement les sujets dont traite ce journaliste-là ne concernent pas seulement l'État, mais il y a encore d'autres secteurs dans lesquels travaille ce journaliste. Donc, il a besoin de la protection de l'État pour pouvoir mieux travailler. Et si aujourd'hui il a été assassiné, je pense que c'est par défaut de cette sécurité-là de l'État, c'est ça qui a conduit à son assassinat. Et moi, lorsque je lis sur les réseaux sociaux des noms qui ont été cités, qui auraient été arrêtés dans cet assassinat-là, moi, je me dis, si les gens qui sont censés assurer la sécurité des journalistes, des citoyens, c'est eux encore qui auraient participé à des assassinats, alors aucun Camerounais n'est en sécurité. Aucun Camerounais n'est en sécurité. Donc, c'est un devoir à l'État d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Encore des journalistes qui sont engagés. Je pense qu'ils sont plus exposés parce qu'ils traitent des sujets sensibles. Je ne vais pas revenir au Togo parce que nous sommes au Cameroun. Vous avez vu lorsque un journaliste avait dénoncé les faits au niveau du pétrole, Gates. Donc, c'est des cas comme ça. C'est des sujets sensibles et ces journalistes-là ont besoin de protection. Ils ont besoin de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le continent? Beaucoup de vos confrères, beaucoup d'entre vous manquent de sécurité. Et ils perdent leur vie comme ça. C'est ça qui est déplorable. Mais Samuel, vous savez, moi, ce qui m'a un peu touché quand vous évoquez, par exemple, le cas de l'Afrique, vous vous rappelez de ce qui s'était passé en France avec Charlie Hebdo. Certains chefs d'État se sont déplacés pour aller soutenir, je crois que c'est François Hollande dans le temps. Mais Martinez Zongo, dites-moi, quel chef d'État a envoyé un message de condoléances? Personne. Donc c'est plus vous dire que ça n'aimait personne en Afrique, qu'on assassine quelqu'un comme ça.
Et aucun chef d'État, ça n'a pas du tout touché le cœur de quelqu'un pour que ne serait-ce qu'envoyer un télégramme ou bien tweeter pour dire non, plus jamais ça. On ne l'a pas fait. Mais quand il s'agit de l'étranger, bon, on est apte à envoyer des messages ou soit à tweeter pour dire qu'on présente des condoléances. Et certains même n'hésitent même pas à se déplacer pour aller présenter les condoléances. Donc je crois que c'est vraiment une question fondamentale que vous avez causée par rapport à l'Afrique. Il faudrait aujourd'hui que l'Union africaine, c'est vrai qu'entre-temps, ils avaient dit qu'il faut effectivement protéger les journalistes par rapport à certains mécanismes et à des lois, mais on ne va pas, cela n'a pas été mis en œuvre. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui, parlant de la protection des journalistes en Afrique, il faudrait que les acteurs même de cette presse-là réfléchissent. Parce que si on ne réfléchit pas par rapport au métier que nous sommes en train de faire, si les gens sont en train de dénoncer et qu'on les tue, vous voyez que finalement, les problèmes vont rester comme si rien n'était. Les gens vont continuer par détourner, les gens vont continuer par voler, et bon, personne ne dira plus rien, parce qu'il n'y a pas une presse critique pour pouvoir dénoncer. Parce que si vous dénoncez, si vous n'allez pas en prison, c'est qu'on vous tue. Si on ne vous tue pas, c'est qu'on met la clé sur l'opération de votre organe. Vous voyez? Donc je crois qu'il faut vraiment une réflexion très mûrie par rapport à l'Afrique et surtout la protection des journalistes. Est-ce que vous avez bon espoir qu'on voit la fin de cette investigation, dans la mesure où aujourd'hui on sait que depuis l'assassinat, l'émotion est très vive et c'est ce qui a d'ailleurs amené le pouvoir camerounais à réagir, mais la crainte c'est de voir l'émotion rapidement retomber et puis ça va être classé comme toutes les autres affaires. Non, moi j'ai espoir pour surtout ce cas précis, le cas Zongo, j'ai espoir que l'enquête là puisse aboutir. Si réellement ce qui circule sur les réseaux sociaux avec les interpellations, ces gens qui ont été interpellés, je pense qu'ils sont à un haut niveau de renseignement au niveau du pays, donc ils doivent en savoir quelque chose. C'est pour le cas précis de Zogo, j'ai espoir que enfin, au moins une fois, un crime sera je sais pas, élucidé et au niveau du Cameroun pour que chaque citoyen camerounais soit situé sur la responsabilité des uns et des autres par rapport à ce crime. Mais si on s'en tient à l'identité, des identités qu'on lit sur les réseaux sociaux, il y a de quoi quand même avoir peur. Il y a de quoi avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, le patron de la DGRE, bon, c'est comme le chef du service du renseignement. S'il est interpellé, si nous avons surtout ce qui m'a un peu choqué, nous avons vu un homme de médias, le nom d'un homme de médias, un grand média, le groupe de presse L'Anecdote, Jean-Pierre, je crois, c'est Amou Béling. C'est ça. Donc, il a également été cité. Si un nombre de médias a été cité dans l'assassinat d'un confrère, je pense que c'est grave. Alors, il y a un problème entre les confrères eux-mêmes. Alors, donc, je crois que cette fois-ci, il est important pour l'État camerounais de pouvoir faire la lumière sur ce crime-là et punir comme il se doit. Je pense punir par rapport à la justice, comme il se doit, les commanditaires et puis ceux qui ont exécuté notre ami. Parce qu'il est, Jacques Diakouti, assez difficile d'imaginer que ceux qui ont commis ce crime soient loin des sérails du pouvoir. Mais justement, vous avez vu comment le président camerounais a pris ce problème-là à bras le corps. C'est pour vous dire que Siroma, il sait. Vous savez... Mais il a laissé des renseignements. Le président Paul Biya, ce n'est pas un enfant. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, autour effectivement de cet assassinat-là, je vous dis qu'il sait. Sûrement qu'il a déjà certaines bribes des informations sur cet assassinat de ce journaliste. Comme vous l'avez dit, plaise à Dieu que vraiment il n'y a plus, qu'on dise que bon, c'est passé, et puis bon, qu'on n'entende plus rien par rapport à ça. Parce qu'on se connaît, on sait comment les choses sont passées au Cameroun sur certaines enquêtes, et finalement on pousse, et finalement ça n'avance pas. Mais je crois que pour une première fois, c'est de l'intérêt effectivement du Cameroun, l'intérêt effectivement du président Paul Biya, qu'on puisse vraiment trouver l'auteur de celui qui a commis ce crime odieux par rapport à ce confrère-là. Et qu'on dise effectivement au Cameroun que plus jamais ça. Lorsque quelqu'un veut se justifier,
qui n'a qu'à prendre la voie de la justice. Il y a les organes d'autorégulation dans ces pays. Que les gens puissent effectivement prendre ce chemin au lieu de pouvoir se faire justice en tuant, ce qui veut dire que vous êtes conscient de ce que l'autre est en train de dire. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas touché. Mais pourquoi assassiner? Pourquoi tuer? Non, mais et en tuant, vous croyez que bon, vous allez faire effacer les traces, mais vous qui avez commis le crime de qu'on assassine l'autre, où est-ce que vous allez traverser toute votre vie? Moi, je crois qu'il faudrait que les gens réfléchissent par 2 fois, 3 fois avant de pouvoir commettre certains forfaits. Est-ce que vous arrivez à imaginer aujourd'hui l'état d'esprit dans lequel peuvent se retrouver les journalistes comme Martinez Zogo lorsqu'ils auront à faire désormais leur travail? Je crois que ils auront sur leurs épaules une pression énorme. Ils vont travailler déjà avec une crainte d'être dans une insécurité totale parce que tu ne sais pas à quel moment tu seras kidnappé, enlevé et puis qu'est-ce qui va t'arriver. Donc aujourd'hui, c'est de ça que nous parlons. Il faudrait que l'État puisse vraiment assurer la sécurité des journalistes vraiment qui sont au travail. Sinon, je pense que le monde ne peut pas se développer sans ces journalistes-là. On va marquer la pause, si vous le permettez, le temps pour nous de suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on est de retour après pour la deuxième partie.